note anglais en Thuringe, la Wartburg. Sur son étroit piton rocheux haut de 220 mètres, le château domine la ville d'Eisenach. Rien de plus emblématique de l'Allemagne que la Wartburg. C'est là que vivait au XIIIe siècle Élisabeth de Thuringe, qui sera canonisée. Le réformateur Luther s'y réfugia et y traduisit en 1521 le Nouveau Testament en allemand. Et la légende raconte qu'en 1207, le landgrave Hermann Ier accueillit dans ses murs les plus éminents poètes allemands et autrichiens pour une fête éminemment arthurienne, la célèbre Sängerstreit, un tournoi de poésie. Les troubadours ne se battaient pas à coups de lance et d'épée. Leur duel consistait à brandir leurs plumes et à faire résonner leur lutte dans l'espoir d'acquérir une belle notoriété. Si ce tournoi poétique de la Wartburg a effectivement eu lieu, alors le landgrave de Thuringe aurait fait figure de généreux mécène aux yeux du roi légendaire. Les troubadours nourrissaient de leur côté le culte. Ils s'inspiraient avec talent du mythe de la cour d'Arthur, imaginaient aventures et peines de cœur, parlaient de quête du Graal et de sortilèges, ou de la communauté chevaleresque, qui existait bel et bien à la Wartburg. L'un des plus célèbres manuscrits médiévaux allemands est le Codex de Manès, qui reproduit notamment les œuvres et les portraits des troubadours concourant à la Wartburg, dont celui du plus grand poète d'alors. Nous avons là l'illustration la plus célèbre de ce recueil de poésie médiévale. Tous les Allemands la connaissent. C'est Walter von der Vogelweide. Il est assis sur une petite éminence herbue qui est parsemée de fleurs. Le poète semble absorbé dans ses pensées. Il fait part de ses états d'âme dans un poème que nous allons trouver un peu plus loin. J'étais assis sur une pierre, une jambe posée sur l'autre, et le coude appuyé dessus, tenant dans le creux de la main mon menton et l'une de mes joues. Le poète décrit la position de son corps et se demande comment va le monde, se dit combien tout y est funeste. Je me plongeais dans des pensées profondes, m'inquiétant de ce que devait être la vie dans ce monde. À l'instar d'un roi Arthur, pour lequel le monde est un casse-tête. Chez nul autre poète de son temps, la vie personnelle et la poésie ne sont aussi étroitement imbriquées que chez von der Vogelweide. La Wartburg trône majestueusement au-dessus de la forêt de Thuringe. Martin Luther tirera lui aussi beaucoup d'énergie de ce lieu magique. 3 siècles après Walter von der Vogelweide, il rédige ici un autre livre essentiel, la Bible en allemand. Luther n'aurait guère apprécié les sorcières et les magiciens du cycle arthurien, mais les poètes de la Wartburg, eux, étaient libres de laisser vagabonder leur imagination dans l'univers fantastique du roi. Les plus grands poètes et troubadours de l'époque étaient ici. La présence de Wolfram von Eschenbach et Walter von der Vogelweide est avérée. Heinrich von Weldeke était ici au service du Landgrave et Parsifal était très lié à Wolfram durant son séjour à la cour de Thuringe. Tous s'inspiraient du roman d'Arthur, des romans épiques et des romans de chevalerie. Et qu'il s'agisse d'Ers ou d'Ivin, ils s'efforçaient d'adapter ce fond à la poésie allemande. Mais les idéaux arthuriens ne suffisaient pas aux poètes du lieu. Il voulait aussi exercer une influence sur la vie des humains. Walter von der Vogelweide devait constater que ces vers étaient certes considérés comme beaux, mais qu'ils étaient impuissants à changer le quotidien.
Il aurait certes souhaité la venue d'un Arthur pour rendre le monde meilleur. Il s'avise d'élaborer une éthique qui soit peut-être d'émanation arthurienne, mais qui vise surtout à proposer à une noblesse désorientée une autre façon de vivre. Il veut la guider. Les artistes se pressent à la cour, car c'est une superbe mission que de pouvoir dire aux nobles « Voilà comment tu devrais vivre et te comporter à l'égard de ton prochain. Voici ce que tu devrais faire. Je sais aussi parfaitement comment tu dois t'approprier l'art. Je peux tout te dire. Tu n'as qu'à m'écouter. » Mais l'idée d'un poète capable de refaire le monde relève de l'utopie. Après avoir été florissante, la littérature arthurienne qui avait proposé pour la première fois une langue allemande commune à tous est bientôt condamnée au déclin. Erfurt, à tout juste 1 heure de route de la Wartburg. La capitale de l'État libre de Thuringe était au Moyen-Âge un important centre marchand et universitaire. C'est ici que le hasard fait se croiser à nouveau les chemins du roi Arthur et de Martin Luther, le grand réformateur. C'est au monastère des Augustins d'Erfurt que Luther était devenu moine en 1506, en faisant vœu d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Et c'est là que Christoph Fassbender, professeur de germanistique, a découvert il y a quelques années un trésor littéraire du cycle arthurien dans la bibliothèque de l'église évangélique. Je l'ai trouvé ici par hasard. Nous étions très excités, car nous ne connaissions ni l'auteur, ni le texte. Une découverte sensationnelle pour les spécialistes, et surtout un roman totalement inédit sur le roi Arthur. Il ne s'agit là que d'un fragment bien caché dans l'ancien dortoir du monastère d'Erfurt. C'est le bibliothécaire Michael Lutscheid qui veille sur la collection de manuscrits. Un manuscrit en latin et encore un autre encore, rien que des textes en latin. Et puis au milieu, dans cette chemise, une feuille. Nous la sortons et voyons que c'est de l'allemand. C'est la seule feuille de la chemise à être dans cette langue. L'écriture est presque indéchiffrable. Il faut faire des efforts titanesques. Et puis le scoop. Nous tenons là le premier roman arthurien rédigé en Thuringe, avec un prolongement de la geste ici. Il n'y a que quelques pages difficilement lisibles. Nous ignorons comment elles sont arrivées ici. Mais leur auteur a signé de son nom à la fin. Dietrich von Hopfgarten. Il a écrit cette histoire vers 1430. Elle narre la dernière aventure d'un preux très apprécié qui était déjà présent dans la littérature arthurienne allemande depuis 200 ans. Il s'agit du chevalier Vigallois. Alors qu'il séjourne à la cour d'Arthur, il reçoit pour mission d'aller délivrer un pays du diable et des forces du mal. Il se met donc en route et vit tout au long du chemin moult aventures et épreuves dont il sort vainqueur. Ces épreuves étant beaucoup plus difficiles que toutes celles auxquelles les autres chevaliers d'Arthur n'aient jamais été confrontés. Dans cette cellule des Augustins d'Erfurt, Luther devait faire chaque jour pénitence et était torturé par sa mauvaise conscience à l'égard de son Dieu. Car il lui fallait venir à bout du péché inhérent à chaque être humain. On imagine que Luther, homme d'église, méprisait profondément les romans bien trop temporels et très populaires à son époque, qui étaient consacrés à Arthur. Le poète Dietrich von Hopfgarten était animé des meilleures intentions du monde en narrant de nouvelles aventures. Retour à la Wartburg, fief des landgraves de Thuringe. Avec son roman, Dietrich voulait se joindre au cœur de ceux qui dénonçaient alors les ennemis qui menaçaient les catholiques d'Europe, les partisans de Jan Hus, des infidèles contre lesquels le roi et l'empereur menaient bataille. Comme partout en Europe, l'idéal arthurien est mis depuis longtemps au service d'une idéologie et sert à justifier des guerres.
Nous luttons pour le bien, nous nous battons contre le diable. Au XIIIe siècle, ils étaient incarnés par les Sarrasins. Maintenant, c'est au tour des Hussites. Ce sont eux les infidèles désormais. Ils ont juste changé de nom. Il faut lever une croisade comme l'avait fait Vigallois déjà en l'an 1200. Dietrich von Hofgarten décide donc en 1400 de combattre à son tour aux côtés de son landgrave et de ses gens dans son propre pays. C'est là le point de rencontre entre Dietrich von Hofgarten, Vigallois et Arthur en Thuringe. Le château de Wilhelmsburg, symbole de la ville de Schmalkalden, ancienne résidence des landgraves dans la forêt de Thuringe. C'est à Schmalkalden que le culte arthurien est resté le plus vivace en Allemagne. Cela dépasse le domaine littéraire. Et ce n'est pas pour rien si on trouve encore de nos jours un café Arthur sur la place du marché. Car c'est à Schmalkalden qu'Élisabeth de Thuringe prit congé de son époux le landgrave Louis IV, lors de son départ à la croisade, contre les Sarrasins en 1227. Le landgrave ne revint jamais de cette guerre. Dès lors, Élisabeth suivit les préceptes de pauvreté de saint François d'Assise. Morte à 24 ans, c'est l'une des saintes allemandes les plus populaires. Kai Lehmann nous conduit au trésor d'Arthur, à Schmalkalden. C'est dans la cour dite de Hesse qu'Élisabeth tendit pour la dernière fois la main à son mari. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'on a découvert ici des fresques, dans une cave voûtée. Ce sont les plus vieilles représentations de la saga arthurienne. C'est devant ces murs qu'eut lieu la cérémonie des adieux. Oui, vous allez découvrir un trésor étonnant par rapport à l'histoire de la culture. Il s'agit des plus anciennes fresques d'inspiration profane au nord des Alpes. Elles affichent fièrement leurs 800 ans. Elles remontent à 1220-1230 environ. Elles représentent un poème épique alors très populaire au Moyen-Âge qui parle d'Ivain, un chevalier de la table ronde. Nous voyons Arthur puiser de l'eau à la fontaine enchantée sous le tilleul. Il semble en être désormais le propriétaire. Ivain arrive, lance en avant pour venger cet affront. Puis Ivain reconnaît Arthur et lui dit qui il est, tout en précisant « Tu vois, j'ai gagné une fontaine, des terres, et aussi une belle reine. » Les deux hommes chevauchent ensuite de concert vers le château du chevalier Ivain pour fêter cette victoire et la joie des retrouvailles.